Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Alpes de la mi-journée. Les familles de Roms et de Roumains victimes d'un incendie la semaine dernière à Grenoble sont priées de quitter les hôtels qui les hébergent aujourd'hui. Un rassemblement de soutien a lieu en ce moment même. Nous serons sur place. Aux grands mots, les grands remèdes, les pisteurs des grands montées de Chamonix façonnent les pistes de ski devenues impraticables depuis le recul des glaciers. Et puis le ciel va se charger de nuages en montagne cet après-midi. La neige sous forme d'averses est attendue des 1000 mètres d'altitude cette nuit. Larges éclaircies en pleine dans la journée où les températures resteront douces, 8 à 11 degrés. Les familles de Roms et de Roumains sont donc sommées de quitter dès aujourd'hui les deux hôtels où elles sont hébergées depuis l'incendie de leur campement rue Flaubert à Grenoble. Un rassemblement de soutien est organisé en ce moment même. Une vingtaine de personnes, dont des enfants, sont dans l'attente de leur évacuation. Sur place, Céline Aubert-Aigré et Benoît Levaillant. Dans cet hôtel du quartier de la Gare à Grenoble, 30 personnes, des Roms et des Roumains, sont hébergées depuis le 31 décembre. Certains sont pris en charge par la mairie, d'autres par la préfecture. Et c'est là le problème, car hier, les services de l'État ont décidé de ne plus financer leur accueil. Elles auraient dû être expulsées dans la foulée, mais l'hôtelier a décidé de prolonger leur hébergement. Les personnes qui dépendent de l'État sont mises à la porte au bout de 4 jours. Alors comprenez bien que c'est quand même compliqué pour ces personnes qui se connaissent tous, de savoir que certains de leurs amis avec des enfants qui ont entre 6 mois et 4 ans soient mis à la porte, vu le froid qu'il fait en ce moment. Il fait quand même 4 degrés dehors la nuit, sans aucune aide, sans aucune solution. Ils n'ont même pas la possibilité de retourner à leur campement, qui est quasiment presque leur maison, on va dire, parce que des notions de sécurité leur empêchent d'y retourner. Il s'agit là de familles qui vivaient dans le campement de la rue Flaubert, dont une partie a été ravagée par un incendie le 28 décembre dernier. Depuis, les lieux sont sous haute surveillance, gardés jour et nuit par des vigiles. Alors depuis hier, plusieurs associations de Grenoble se sont mobilisées. Elles se sont donné rendez-vous devant cet hôtel pour interpeller l'État, pour qu'il trouve une solution de relogement. Sur la centaine de personnes qui vivaient dans le camp de la rue Flaubert, une quarantaine est concernée par ces expulsions. Dans l'actualité du jour également, cette information de notre confrère le Dauphiné libéré, l'ATMB a mis fin aux fonctions d'un de ses salariés qui serait en voie de radicalisation. La société qui exploite le tunnel du Mont-Blanc aurait pris cette décision suite à des perquisitions menées dans le cadre de l'état d'urgence. La grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va falloir s'habituer à nos voisins. Pour cela, nous vous emmènerons régulièrement voir ce qui se passe chez eux, avec aujourd'hui les élus auvergnats qui se posent la question de leur place dans cette nouvelle grande région. Brigitte Kant, Laurent Pastural. En coulisses, le futur président, décomplexé, dicte sa feuille de route à ses troupes de la droite et du centre. Laurent Wauquiez devient l'un des 13 barons des 13 nouvelles grandes régions françaises. Dans son dispositif, son exécutif, il a besoin du sarkozyste Brice Hortefeux qui occupera une place de choix, une vice-présidence chargée des territoires et de l'Auvergne. Une Auvergne minoritaire dans l'hémicycle avec 38 conseillers sur 204. 38 sur 204, ça veut dire qu'on est une minorité. Mais on entend être une minorité constructive, une minorité agissante, une minorité puissante. Et au-delà, le fait que le président de notre région, de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, soit issu de l'Auvergne, c'est un symbole extrêmement fort de toute la place, de toute la reconnaissance qu'il y a pour le territoire auvergnat. Et autour de Laurent Wauquiez, nous nous engageons à ce que l'Auvergne joue son rôle, assume ses responsabilités et affiche naturellement ses ambitions de participer à l'avenir de cette grande région. En Auvergne, dans la précédente assemblée, c'est elle qui occupait une place de choix dans la majorité socialiste. Anna Aubois exercera désormais la fonction de coprésidente du groupe PS avec Jean-François Debat. Elle fait déjà l'apprentissage de l'opposition. On n'est pas beaucoup en groupe. mais oui, on se sent un petit peu plus seul, mais en même temps, on est combatif. On reste collectif, très collectif, et l'envie de continuer à faire progresser cette grande région et ce nouveau défi qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Comment donner une cohérence politique et géographique à ce nouvel espace d'Auvergne-Rhône-Alpes? La solution passera inévitablement par la réorganisation des services des deux anciennes régions. Laurent Wauquiez réservera sa première visite présidentielle à Clermont-Ferrand.
Je vous invite également à vous rendre sur notre site internet où nos webmasters font un large écho aux élus de cette grande région et plus particulièrement ceux de nos 3 départements alpins. Dossier à découvrir sur le site France 3 Alpes. Sale temps pour les librairies indépendantes qui souffrent beaucoup en ce moment. La concurrence avec les géants d'Internet et la baisse des dotations culturelles sont pesantes. Alors pour survivre, à Bourgoin-Jallieu, Ma Petite Librairie a lancé un financement participatif. Valérie Chastelan, Christelle Nicolas. 16 000 € chaque jour. Esther se régale d'afficher la cagnotte qui grimpe, baromètre chiffré de la solidarité qui s'organise pour sauver Ma Petite Librairie. Mais lancer un financement participatif, ça n'est pas une démarche simple. C'est pas évident parce que comme je le dis souvent, c'est un petit peu à votre bon cœur, monsieur, dame. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. Surtout pas. C'est un soutien, donc comme je dis, une solidarité, et c'est les gens s'approprient notre lieu. Ils s'approprient Ma Petite Librairie, c'est leur petite librairie. Esther, fille, petite fille, nièce de libraire, et Marie-Laure, ancienne prof reconvertie dans les livres, travaillent ensemble depuis 8 ans. Et il y a 4 ans, le binôme se lance et ouvre Ma Petite Librairie. Elle retape les murs, court après les prêts, apprivoise les écoles et bibliothèques, et les clients se régalent. C'est important parce qu'on y trouve justement du rêve. Et puis aussi, on trouve du rêve, mais aussi on trouve des choses qu'on a en tête, mais dont on n'a pas l'explication. Je feuilletais tout à l'heure les mathématiques, connaître les grandes théories de mathématiques en 3 minutes. Moi, j'aime bien les mathématiques, mais je n'avais jamais vu un livre comme ça. 2 livres. Mais voilà, même si elle rogne sur tous les fronts, le capital un peu juste de départ, les travaux du centre-ville, la trésorerie s'essouffle. Esther et Marie-Laure refusent de renoncer et les clients viennent à leur secours. C'est pas possible qu'un magasin comme ça disparaisse, quoi. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il y a trop peu de magasins qui nous offrent un tel service de qualité pour qu'ils disparaissent, quoi. C'est une librairie unique dans la région, où vous avez un conseil, c'est quelque chose d'humain, vous pouvez fouiller, vous venez des heures, l'endroit est magnifique. Et il faut vraiment que, si elle s'arrête, je ne sais pas ce que je deviendrai. Nous lançons un crowdfunding. Pour sauver Ma Petite Librairie, il faudrait 30 000 € d'ici fin janvier. On peut donner des 5 € et c'est bien parti. Mais qu'est-ce que ça fait du bien et plaisir quand on voit cet accueil-là. C'est extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire que je ne souhaite pas à tout le monde, bien qu'elle apporte des choses superbes. Je pense que ça nous redonne des ailes, c'est une super expérience humaine. Et puis c'est la preuve qu'il faut appeler au secours à temps aussi quand on est un petit commerce indépendant. C'est la preuve que les librairies ont encore leur place. 40 000 € permettraient de garder les 2 emplois et le tandem Marie-Laure-Esther. 50 000, pourquoi pas aller au-devant des lecteurs sans librairie et multiplier les rencontres avec les auteurs. En Rhône-Alpes, à Voiron, dans la Drôme ou à Lyon, plusieurs petites librairies ont entamé la bataille, comme Marie-Laure et Esther, pour survivre et surtout continuer à faire rêver tous ceux qui poussent leurs portes. 1 an après les attentats de Charlie Hebdo, le journal satirique a reçu des centaines de dessins de soutien. À Lyon, cette semaine, sort « Je dessine », un livre hommage composé de ces dessins. Céline Banazic et Jean Perrier ont rencontré 2 Lyonnais qui ont eu l'honneur d'être publiés. Martin, 15 ans, n'est pas un dessinateur. Et pourtant, son coup de crayon a été remarqué. Mon professeur d'art plastique en 3e m'a demandé de faire un dessin. Alors c'était pas obligé, c'était une proposition, donc j'ai accepté. Et puis une fois qu'il était terminé, elle l'a trouvé plutôt très... elle l'a beaucoup apprécié en fait. Du coup, elle l'a gardé. Elle a décidé de l'envoyer à Charlie Hebdo. Et surprise, quelques mois plus tard, ce lycéen apprend que son dessin sera publié. Et il n'est pas le seul Lyonnais dans ce cas-là. Martin se rend pour la première fois chez Laura. Franchement, c'est simple, mais je trouve que c'est efficace. Cette collégienne de 13 ans a aussi impressionné sa professeure d'art plastique. Il y a la prof qui me dit « Bravo Laura, ton dessin il a été retenu !» J'en revenais pas, il y a toute la classe qui m'a applaudi, machin. Laura, Martin, ils ont été des centaines de jeunes à envoyer leurs dessins à Charlie Hebdo au lendemain des attentats. Le journal satirique a décidé d'en faire un album hommage, une fierté pour ces 2 adolescents
qui voulaient seulement exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Je me suis dit que j'allais représenter la main des artistes, la raison pour laquelle ils ont été tués eux. Et je me suis dit que ça allait être efficace comme ça. Je n'ai pas cherché vraiment à représenter quelque chose, mais j'ai voulu suivre le mouvement qui était dans toute la France, avec la tristesse, le désespoir, un peu de haine, de colère. Et je me suis dit que c'est justement en faisant quelque chose de simple, mais qui n'allait pas vraiment chercher trop loin, qui pourrait peut-être marquer un peu les esprits. Un geste simple devenu un réflexe pour Laura. Le soir des attentats du 13 novembre, elle reprend son crayon et dessine pour Paris. Face au déficit chronique de neige depuis plusieurs années, les pisteurs ont développé un certain nombre de techniques pour la préserver. Cette saison, au Grand Montée, à Chamonix, ils ont été obligés de sécuriser un glacier pour assurer un passage que les skieurs franchissaient autrefois sans souci. Reportage Jordan Guéant et Maxime Kemener. Ici, on est au sommet des Grands Montées. Sommet de la station qui culmine à 3275 mètres. C'est le départ des pistes, de la piste mythique des Grands Montées, ce qu'on appelle la piste du point de vue, qui donne accès au glacier d'Argentière. Ce geste-là, Pascal Cros en a rêvé. Le chef des pistes ouvre enfin sa vitrine. Non sans effort et après d'impressionnants travaux. Tu prends les crampons tantôt, hein. Tu mets un filet orange là, parce que la neige elle fout le camp, mais si on arrive à la retenir un peu là, on élargit vachement là. Hein. Même en haute montagne, le réchauffement montre ses méfaits. Alors maintenir accessible ce domaine hors piste est un vrai défi, surtout quand la neige vient à manquer. Alors là, c'est le passage délicat du départ de piste. On est à l'arrimée, c'est-à-dire que c'est le départ du glacier. Là, on peut voir, on a mis une bâche cet été, et le glacier a énormément baissé. En altitude, on a perdu près de 10 mètres au niveau du col. Du coup, le passage ne se fait plus droit dans la pente. On a été obligé de mettre des protections, de mettre des filets pour retenir la neige et pour faire un passage. On a dû, à l'aide d'explosifs, casser une partie de la casquette de glace qui était là. Voilà, il y a plus d'une semaine qu'on est dessus en train de préparer juste ce modeste passage. Hein. On fait des rises avec la machine. Ce que j'appelle des rises, on passe avec la lame, on creuse au maximum jusqu'à la glace. Du coup, on récupère des mètres cubes de neige qu'on ne produira pas avec des enneigeurs ici. Et du coup, c'est des pièges à neige. Du coup, ça peut faire jusqu'à 2-3 mètres de profond. Et à le moindre petit coup de mauvais temps, ça se remplit et rebelote. En 26 ans de métier, Pascal s'est donc adapté. Mais au pied du Mont Blanc, son plaisir est toujours intact. Et malgré les récentes chutes de neige, la station de La Plagne vient d'annuler la Coupe du Monde de ski cross qui devait s'y dérouler les 15 et 16 janvier prochains. C'est la station italienne de Vatlès qui récupère cette épreuve. À Grenoble, le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère dévoile un plan méconnu de l'internement des Tziganes sous le régime de Vichy. Le photographe Mathieu Pernaut a mis à jour l'existence du camp de Salier dans les Bouches-du-Rhône après une longue enquête, partie de photos réalisées par les autorités françaises de l'époque. Damien Borelli, Renaud Levaillant. Ces portraits d'hommes et de femmes, pris de face et de profil, sont des carnets anthropométriques, les papiers d'identité de ceux que l'administration française a longtemps appelés les nomades. Étudiant en photographie à Arles, Mathieu Pernaut découvre par hasard en 1997 l'existence du camp d'internement de Salier en Camargue. Aux archives des Bouches-du-Rhône, il tombe sur des centaines de documents d'identité de ces Tziganes, internés sous Vichy entre 1940 et 1942. Le jeune homme décide alors d'enquêter sur ce pan oublié de l'histoire. Ces populations ne sont pas dans une culture de l'écrit, dans une culture de la remémoration, dans l'édification de monuments. Ils gardent les choses pour eux, ils se les racontent d'individu en individu, mais ils n'essayent pas d'en constituer un récit en fait historique. Donc je pense qu'entre notre désintérêt et leur façon d'incarner l'histoire, il y avait un trou noir. Tout mon travail, ça a été justement d'essayer de combler ce trou. S'il ne reste aucune trace physique de Salier, où 700 Tziganes ont survécu dans des conditions déplorables, le camp, dessiné à l'époque par un architecte, car Pétain voulait en faire un modèle, a servi de décor à un chef-d'œuvre du cinéma français signé Clouzot et Palme d'Or à Cannes en 1953. Il y a très peu de documents, il y a très peu de photographies, il y a très peu de choses.
Et le seul document, disons, vivant, enfin en image animée, qui peut nous permettre de comprendre ou de voir un peu ces baraques, c'est effectivement le Salaire de la Peur, dans lequel on voit des fois au deuxième plan des maisons qui sont bien loin d'être des maisons mexicaines. Ce sont des maisons camarguaises en fait. 55 ans après, Mathieu Pernaut a retrouvé plusieurs survivants du camp de Salier. Ce qui est important, c'est que moi je ne savais pas quelle serait leur réaction quand j'allais les rencontrer. Je craignais un peu qu'ils ne veuillent pas me parler, que ça remue quand même une partie d'une histoire très douloureuse. Et il faut savoir que systématiquement j'étais très bien accueilli et que j'ai eu le sentiment que c'était très important pour eux, même si c'était bien des années après, que quelqu'un de l'extérieur, un gadjo, vienne les voir pour les photographier, pour les enregistrer et pour leur dire que ce qu'ils avaient à nous raconter était important pour nous, nous autres gadgets. Dévoilé au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, un camp pour les tziganes complète une autre expo, La vie de Bohème, témoignage passionnant sur l'épopée des tziganes, présenté au musée dauphinois à Grenoble. Et maintenant, le portrait d'un artiste grenoblois. Il s'appelle Patrice Ganancia. Alors que son destin était tout tracé, il a tout plaqué pour se lancer dans l'art. Et il vient de faire son entrée dans la dernière édition du Who's Who de l'art. Denis Duyé et Jean-Pierre Rivet. J'ai une trace. Patrick Ganancia est le type même de l'hyperactif. Un homme aux 36 métiers, mais un éternel insatisfait qui un matin se réveille au bord de la dépression. Il s'en ouvre à sa famille. Bien lui en a pris. Ma femme qui a entendu ça m'a, quelques mois après, où j'étais dans une période un peu trouble psychologiquement, m'a offert une toile blanche avec des pinceaux et de la peinture. Et elle m'a dit, bah, écoute, ça devrait t'occuper. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour entre cet autodidacte et la peinture, au point même qu'en juillet 2014, il décide de tout quitter pour elle. Donc j'ai pris le risque, aux grandes dames de ma famille, mais qui m'a soutenu quand même, d'arrêter le travail dit normal pour me consacrer essentiellement à l'art. Alors j'y découvre une liberté absolue. Si en général la peinture de l'artiste est abstraite, il arrive, comme au lendemain des attentats, qu'elle véhicule un message fulgurant. Oui, elles sont clientes de vérité parce que il a fallu que j'exulte, moi, un message qui n'est pas vocal, qui n'est pas verbal, qui est juste fait avec ce que disent mes tripes et mes mains. En 2015, c'est la consécration. Son nom apparaît dans le Who's Who, le rêve pour un artiste. Je suis encore un peu sur le nuage, pour être très franc. En tout cas, pour moi, c'est une espèce de consécration parce que ça me permet de me dire que finalement, ce que je fais existe vraiment. Cerise sur le gâteau, dans quelques semaines, l'artiste grenoblois va s'envoler pour San Francisco où ses œuvres vont être exposées dans une Smart Gallery, un nouveau concept de galerie numérique destiné aux grands hôtels et aux palaces. Une belle affiche pour refermer ce journal des Alpes. Évian, Thonon, Gaillard accueillera Monaco en 16e de finale de la Coupe de France. Match le 19 ou le 20 janvier prochain. Ce sera à Annecy, bien sûr. Les places seront chères. Merci de votre attention, bon appétit et à demain.